François Bon, 1925-2025, un an avec Howard Phillips Lovecraft, l'infinie chance qu'on a de disposer jour par jour. On a un peu ça avec la correspondance de Flaubert, on a un peu ça avec les lettres de Marcel Proust, on a un peu ça aussi avec la grande correspondance de Balzac ou le journal de Kafka, mais dans ce club très rare, justement, pourquoi ? Pour le plaisir d'aller respirer là les petits incidents du quotidien. Non, c'est cet équilibre, lecture, écriture, monde, époque et travail intellectuel et vie sociale. Comme Kafka, il rentre de son travail à 14h30, il a ses 6 heures de compagnie d'assurance sur le dos. On peut pister ça de très près via Gustav Janouch par exemple, et ensuite il y a une espèce de sieste, et cette sieste on la connaît parce que Ben il se réveille là, de ces 20 minutes là, de bref sommeil qu'il note là, les images qui étaient encore toutes lestées de la ville, du travail là, dans ses cahiers, dans la vingtaine de cahiers dont on dispose aujourd'hui. Et puis en fin d'après-midi, de 17h à 20h, c'est une vie au contraire très sociale avec les copains, la compagnie de théâtre là, de Levi, de théâtre yiddish. Et c'est seulement quand il rentre chez lui vers 22h, qu'une fois que les sœurs jouent aux cartes avec les parents là, dans la petite épicerie, il y a une pièce avec une fenêtre sur rue, et au bout de la pièce il y a un couloir avec 2 chambres pour les 3 sœurs, et lui il dort sur un canapé convertible, même que Lovecraft, dans cette pièce intermédiaire. Donc il attend pour aller s'asseoir à sa table que tout le monde ait fini de traverser, soit aller se coucher. Et là, comment ? Et là, pareil, on peut travailler sur la matérialité de l'écriture, et travailler sur la matérialité d'une écriture quand elle est documentée, que le gars nous plaise ou nous plaise pas, que le gars soit quelqu'un digne d'une infinie amitié et considération, comme c'est le cas de Franz Kafka. Ou bien qu'on doive manier certaines choses avec des pincettes, comme Marcel Proust et ses expériences sur les rats. On n'entre pas dans ce détail. Et pour Lovecraft, ce point de réjection, comme pour Céline, c'est un racisme au premier degré qui rend ses lettres parfois totalement inqualifiables, et pourtant là, le lieu d'une invention fantastique, voire ce qu'en dit Borges, ce qu'en dit Stephen King, ce qu'en disait déjà des Cocteau, quelqu'un d'une stature, pour celles et ceux qui bossent la littérature, aussi indiscutable qu'Edgar Allan Poe. Alors, ces petits carnets, là, on a la chance d'en avoir quelques-uns. Celui de 1925, en plus, c'est l'année à New York. Il emménage le 31 décembre au 169 Clinton Street. Il va y rester jusqu'au 6 janvier 1926. C'est une confrontation avec, au jour le jour, son ami George Kirk dit à sa fiancée, parce qu'ils vont au cinéma, ils sont tout le temps fourrés dans leur cafétéria, dans le Double R, là, ce café un peu alternatif. Et Kirk dit, mais pourquoi on irait au théâtre ? Puisque c'est la ville elle-même qui est un théâtre. Voilà les raisons de suivre au jour le jour. Là, le petit carnet, le diary 1925 de H.P. Lovecraft, au jour le jour. Donc là, aujourd'hui, on est le 17 février. Pour eux, c'est mardi. Pour nous, c'est lundi. Toujours une journée d'avance. Et on n'a pas tous les jours des choses intéressantes à dire, parce que eux, ils n'ont pas fait toujours des choses intéressantes. Moi, à chaque fois que le matin, je revois, bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? T'as les jetons de ça. Mais en même temps, j'ai la confiance, parce que je connais le carnet jusqu'au bout. Mais quoi ? On arrive à la 50e vidéo, d'affilée, jour après jour. Et puis ça continue, le miracle. Alors allons voir aujourd'hui s'il y aura encore un miracle ou pas. Facsimilé du carnet, une très belle numérisation. Alors attention, dans mon ordi, tenez, je peux vous montrer ça. C'est dans mon ordi. Ça fait des années que je travaille sur Lovecraft. Plus précisément, le 26 avril 2010. Et je sais pourquoi. Parce qu'on s'est arrêté en voiture à Providence, qu'on cherchait les traces de Lovecraft, et que la ville refoulait Lovecraft. Et moi, ça a commencé là.
Puis ensuite, il y a eu 2015, les 2 mois, la John Hay Library. J'y suis retourné en 2007 pour une autre expérience plus filmique. Et puis, il y a eu l'expérience des traductions. Je faisais ça d'abord pour moi. Ensuite, donc après, il y a eu les prolongements au seuil, les 9 petits volumes publiés. Et donc, tout ça, c'est centré ici dans plein de fichiers. Et ces fichiers, ils sont classés. Il y a tellement de choses que c'est un peu le bazar. Les bouts de traduction en cours, les trucs à finir et pas finis, les conférences et tout ça, et puis des réserves d'images. Dans ces réserves d'images, par exemple l'expédition Bird, là en Antarctique en 1929, qui est essentielle pour la genèse là, de Montagne de la Folie. Il y a des photos que j'avais stockées directement là, à la John Hay Library de ces calepins et bon, j'avais un tout petit Canon de rien du tout, mais voilà, c'est évidemment c'est tellement maladroit par rapport à ce qu'on a maintenant dans les numérisations de la John Hay, mais ça date de 2015 avec les petits moyens du bord, une période où c'était pas hyper accepté qu'on photographie, mais quand même j'avais fait, parce que je savais que ce serait important et que c'était pour moi le travail, une copie des photos entières, page après page, du petit carnet. J'avais fait ça discrètement, mais je m'étais un peu appliqué. Alors par exemple, voilà, là on est en octobre 1925, et vous voyez que mine de rien, avec mon petit appareil, j'avais quand même fait de quoi travailler si on ne disposait pas aujourd'hui donc de la numérisation qui n'existait pas à l'époque. Il y a juste 2 ans, je crois qu'on en dispose de la John Hay Library. Alors dans mon petit PDF, toujours je reprends là le fac-similé de la journée dont on parle. Il y a toujours une transcription qui existe aussi là depuis longtemps. C'est St. Yoshi, évidemment, le premier qui avait fait ça. C'est très rare qu'on puisse trouver le prendre en défaut. C'est pas prendre en défaut, c'est dire ah tiens, ça parle de ça. Oui, mais par contre, où ça commence à être difficile, et là Yoshi ne l'a pas fait, on est les premiers, c'est d'aller chercher les convergences et d'aller déplier et retrouver exactement de quoi il est question. Et là commence le vrai travail. Alors aujourd'hui, on est justement dans l'exemple d'une journée où on est un peu dans la routine. Lever tard, plate, et Kirk, inévitable. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a longtemps qu'on n'est pas allé voir Frank Belknap Long. Eh bien, on va aller déjeuner dans la famille Belknap. Le papa dentiste, ils sont toujours les bienvenus. On parle littérature et tout ça. Et comme par hasard, qui on y retrouve? Samuel Loveman, le gars de Cleveland. Et puis, on prolonge avec Loveman, on s'en va à la cafétéria. On prend Elevated, donc c'est toujours ces métros aériens. On en a parlé aussi parce que récemment il y avait un article où à New York, évidemment ils sont sur des espèces d'architecture en fer toute branlante dans un énorme vacarme. On ne sait pas combien de photos d'accidents où les trucs tombent dans la rue 15 mètres plus bas. Eh bien on remplace ces voitures en bois maintenant par des voitures de fer. On revient jusque chez Belknap, et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Allez, je vous colle cette fois-là. L'autre jour, j'avais dit 1, 2, 3, c'est quoi le mot? Et le mot, c'était talk, on parle. Et je vous ai refait le coup avant-hier, j'ai 1, 2, 3, et tout le monde s'est dit talk, talk, talk. Non, c'était discuss. Alors, choisissez 1, 2, 3, le mot c'est hog, A-R-J-U. Donc, c'est pas discuter, c'est pas parler, c'est... Jusqu'à quand? Jusqu'à 2h30 du matin. Après quoi, retour en métro. Et quelle heure il est quand on rentre à 2h30? Il est 3h du mat? On peut quand même s'arrêter au Tiffany. Ensuite, on va à la maison et c'est fini. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose aujourd'hui, mais
Deux éléments. D'abord, il y a toujours l'article que je choisis dans le Times et dont je fais une traduction. Je vous assure que c'est un plaisir, mais alors un plaisir. Alors évidemment, on est toujours dans des choses où c'est ce qui émerge, qui transperce là le quotidien. Là, en l'occurrence, bien c'est un certain William S. Ford, déclaré coupable du meurtre de 6 personnes. En gros, il a mis le feu à la maison et avec tous ceux qui étaient dedans. Et il devait être exécuté le 19 mars à la chaise électrique. À la chaise électrique en 1925, je vous assure que ça ne doit pas être très beau à voir. Eh bien, il a réussi à se pendre avec ses draps et échapper comme ça à la justice. Donc voilà, une petite pipette là pour aller prendre là dans la chose vivante qui se brasse rauque, aiguë de ce monde, mais parce qu'à chaque fois, voilà, on a un docteur qui s'appelle Amos Squire et un autre docteur qui s'appelle John Schaffmeister, on a un gardien qui s'appelle Laws, on a un prêtre qui s'appelle McCaffrey, on a le procureur qui s'appelle Charles J. Dodd, on a le gars qui avait été inculpé avec lui qui s'appelle Raymond Anderson, etc. Jim Robinson qui était intervenu dans le procès parce que c'est à lui que dans le garage Tilson, ils avaient acheté du gazoil et donc c'est comme ça qu'on a su que ces deux-là avaient mis le feu volontairement et qu'il y a eu ces 6 personnes dans une mort atroce. Et bien tout d'un coup, pour un petit truc, c'est toute une petite foule là qui se remet à vivre. Et ça pour moi, alors se remet à vivre évidemment, c'est pas, excusez-moi, c'est parce que c'est ce genre de lapsus parce que t'as la tête qui travaille. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Attendez, j'ai pas mis en présentation double page, on va le faire de suite. Voilà, c'est juste que j'ai un petit truc, j'aurais voulu que ces 2 pages là soient opposées. Eh bien en une du Times, Floyd Collins, aujourd'hui, c'est 3 colonnes, une sur toute la hauteur de la page et cette photographie au carré. Floyd Collins a été retrouvé. C'est rempli de détails particulièrement durs. On a repris, vous savez qu'il y avait eu des inondations, on creusait, on pensait qu'il était encore à 1 mètre et quelques, et tout d'un coup, la foreuse là, tombe dans le boyau où Collins est enterré, donc on comprend que son corps en prend un coup, mais de toute façon, ça fait déjà au moins 2 jours qu'on découvre qu'il est décédé. Mais vous voyez, cette course, donc on est 18 jours après l'accident. Ça veut dire qu'il a tenu 16 jours, là, avec juste là, le buste. Et, on l'a vu récemment tomber dans le coma. Il n'y avait plus de liaison en direct. Sinon, cet appareil-là, ce micro de téléphone qui avait été posé directement sur lui et qui attestait qu'il vivait encore. Et là, on a réussi à l'extraire. Quand on l'a extrait, il y a une des 2 jambes, le pied, un mollet jusqu'au genou qui est resté dans la roche. C'est à cette condition-là qu'on a pu l'extraire. On apprend tout ça et c'est pour moi jusqu'au bout là, ce lien entre information, image, pas le fait divers, mais la valeur symbolique là, de ce que fait cet explorateur en descendant là, sous terre. Et les photos de la cartographie là, de ces gouffres du Kentucky, c'est des dizaines de kilomètres de galeries. Et Floyd Collins est aussi celui qui a été à l'initiative de l'exploration de la cartographie, comme Édouard Martel chez nous, avec Padirac, de l'exploration des grottes de Virginie, dans lesquelles Lovecraft va se rendre aussi, lui, 2 fois dans ses explorations de terrain, parce que ce monde souterrain, c'est ce qu'il utilise dans ses récits. Et le Times, évidemment, vous voyez, là on ouvre en 2e page. La 2e page est tout entière consacrée à Floyd Collins. On a son portrait ici, on a les sauveteurs, les militaires, et un tout petit entrefilet où tu te dis, mais
tu gardes ça et tu te dis, j'en fais la trace. Alors en faire la trace, moi c'est simple, c'est-à-dire je monte là le grossissement, on est assez limité d'ailleurs. Vous voyez, on a utilisé des chiens aussi pour arriver à le retrouver. Et c'est un tout petit entrefilet qui est ici, là. Vous voyez, on a 2, 4, 6, on a 8 lignes. Moi, le geste, il est directement, c'est un truc d'ordi, j'y réfléchis même pas. J'ai la touche majuscule là sur mon clavier. En fait, le E commence, c'est mon deuxième clavier, parce que ça a une durée de vie assez limitée. Le E est effacé et la touche majuscule est effacée. La touche, ce qu'on appelait autrefois la touche pomme, avec le petit sigle, maintenant ça s'appelle la touche commande avec ce petit sigle. Mais en gros, moi, c'est automatique. Tu as la main qui se pose, elle est déjà sur commande mage, et commande mage, j'appuie sur 4, POC, et là, mon petit curseur s'est transformé, et j'ai juste à sélectionner un petit carré, et voilà, ça veut dire rapatrier pour le PDF. Et c'est le titre, Boy Dies Playing Collins. Un gamin meurt en jouant à Collins. Barnesboro, Pennsylvanie, février, le 16. Frank Grankowski, 13 ans, a perdu la vie la nuit dernière alors qu'il jouait à Collins dans la grotte. Le gamin a été pris par un lourd effondrement de poussière, boue et rochers dans la mine abandonnée où il s'était risqué en exploration avec des compagnons, c'est le mot qu'ils utilisent. Les compagnons de jeu se sont enfuis, sont allés chercher de l'aide, mais lui, il est resté, voilà. Et ça, je pense que si on fait cette tâche-là, on perd pas notre temps. Alors, le New York Times, donc aujourd'hui, c'est la mort de Collins sur 2 pages. Je n'ai pas été voir le reste, on s'en tient là. Mais, dans mon petit PDF, justement parce qu'il ne se passait pas grand-chose, et vous savez que là, on a des histoires là, de chaises Maurice qui a été portée à réparer, il faut s'orienter. Je suis allé voir dans un livre qui est dans un recueil de correspondances, c'est les lettres à Maurice Moe. Et Moe, vous savez, c'est quelqu'un avec qui il correspond depuis très très longtemps. C'est un gars qui est prof de fac, mais dans une petite fac à Appleton, dans le Wisconsin. Moi, je connais Madison, Wisconsin, la ville où il y avait August Derleth, mais je connais pas Appleton. Et c'est grâce là à Maurice Moe qu'il a fait la connaissance d'un étudiant de Moe qui s'appelait Alfred Galpin, qui lui était de Cleveland, et c'est là que Maurice Moe, ayant propulsé Alfred Galpin là, pour créer eux-mêmes leur petite association de journalistes amateurs locales, commence cette correspondance et ce lien qui va mener, on l'a vu, Lovecraft à Cleveland et à Maurice Moe. Mais un peu plus tard, là, je fais un flash forward et lui envoie le plan de la chambre du 169 à Clinton Street. Et je pense que là, c'est bien que maintenant, on l'ouvre aujourd'hui. Alors, par exemple, découvrir que, alors la porte est ici, door to hall, pardon, c'est pas down to hall, c'est door to hall, et que c'est une pièce d'angle, c'est-à-dire qu'il a une fenêtre ici, une fenêtre là, et une autre fenêtre ici, donc le Clinton Street, ça doit être ici, et il nous informe qu'il y a un joli papier peint bleu, tasteful blue wallpaper. Et si on regarde, on va trouver qu'il y a ici une chaise, ici une chaise, ici, une chaise semi-circulaire, donc un genre de fauteuil avec des dossiers, ça en fait 3, 4 chaises avec celle qui est au bureau, 5e chaise avec celle qui est juste devant le guéridon où il y a la Remington, qui a son rocker. Alors le rocker, vous savez, c'est cette chaise basculante. Des fois, j'ai pu confondre d'ailleurs avec Maurice. Et Maurice, c'est pour ça que je vous ai expliqué qu'on a cherché des images hier. La Maurice Chair est ici. Vous voyez que c'est donc on a un coussin avec un dossier qu'on peut légèrement pencher en arrière.
Alors, est-ce qu'il a un repose-pied? Oui, il a un repose-pied, mais qui n'est pas... Donc, les Morris Chairs, souvent, on peut tirer ici quelque chose pour... comme une chaise longue, une chaise relaxe, comme on disait dans les années 60. Non, et même, je crois me souvenir que ce repose-pied, c'était un prie-dieu qui vient de la maison grand-paternelle, un prie-dieu que sa mère avait conservé là de la maison grand-paternelle, et que lui donc c'est ce petit prie-dieu de la maman récupéré de chez le grand-père dont il se sert pour repose-pied, et c'est là qu'est évidemment sa position de lecture, puisque juste à côté il a un petit guéridon, il y a la lampe pour lire, avoir de la lumière quand on passe la nuit à lire, et qu'on ait juste le dos au radiateur. Ça, je voulais qu'on aille tout de suite le voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour? Quand on pousse la porte, ça, on en a parlé l'autre jour, parce que c'est sa collection de cannes. Collection de cannes, vous savez qu'après, donc, il l'avait fait venir de Providence chez Sonia quand ils habitaient ensemble Parkside Avenue, et qu'ensuite elles se sont retrouvées chez Loveman qui a joué le garde-meuble, et c'est tout récent qu'il est passé chez Loveman pour récupérer sa collection de cannes. Il fait 4 petits points, donc on en a au moins 4 qui sont là derrière la porte. Sur le grand mur, on a bookcase, tall bookcase, donc 3 bibliothèques, et ce qu'il appelle tall bookcase, c'est on le sait aussi parce qu'il l'a fait venir de Providence, là, quand il s'installe avec Sonia. C'est une armoire qui vient aussi de chez le grand-père, et c'est là où il y a son Encyclopédia Britannica, et c'est là qu'il stocke aussi ses dictionnaires. Donc c'est autant un outil de travail que, évidemment, une bibliothèque, mais donc tout le mur est couvert de livres, et ça aussi, on en a parlé. Vous savez qu'on a les photos de sa dernière habitation au College Street, quand le jeune Barlow arrive trop tard pour l'enterrement, et qu'il a le réflexe de sortir son appareil photo et de photographier la pièce de Lovecraft sans Lovecraft après son décès. Donc c'est les mêmes bibliothèques, évidemment. Il y en a encore de l'autre côté. Bookcase, glass door bookcase, avec là les portes vitrées, glass door bookcase, ebony table, et une petite table d'ébène, mais tout ça qui vient de cette grande maison là, en 498 en Angel Street, la maison qu'ils ont dû revendre après la mort du grand-père Phillips. Une autre petite bibliothèque avec porte vitrée, donc les livres là sont sur les 2 murs là en face de l'autre. Au centre, comme il le fera dans tous ces lieux d'habitation, center table. Et sur cette table-là, donc, il a son fauteuil à bascule et sa chaise, et c'est la table, on le voit très bien aussi sur les photos de College Street par Barlow, en gros, c'est les piles de livres. La pile à lire, les livres en cours, et puis c'est là aussi où on met les papiers, et on trie les lettres reçues, tout ça, et il a un globe, ce qui, moi, m'a toujours me fait un petit brin d'émotion. J'ai eu la chance d'aller 2 fois visiter à Sonoma, c'est à quelques kilomètres au-dessus de San Francisco, les 3 maisons de Jack London, la maison incendiée, la maison agricole, la principale, et la petite maison où habitait ensuite sa veuve. Et dans la maison principale, on a là aussi donc cette machine à écrire. Et London, lui, s'était équipé d'un modèle qui s'appelait Silencer, tandis que Lovecraft a toujours gardé celle qu'il s'était achetée pour ses 16 ans et ses chroniques d'astronomie, donc en 1906. Et je vous assure qu'entre 1906 et 1925, les machines à écrire ont fait des progrès. Et lui, il va se dégoûter de la dactylographie, alors que donc tu te mets là devant la fenêtre et c'est là que tu travailles. Et la table ne sert pas au travail. La table sert là juste à retrouver les livres, les lettres. C'est un rangement à l'horizontale. Et à côté, il y a
la lampe, le bureau, vous voyez ça, il y a une autre petite bibliothèque ici, bookcase, à côté de la machine à écrire, et là, entre les deux fenêtres, il a sa table de travail avec une chaise, et petit sourire, il dit à Maurice Meau, puisqu'il est en train d'écrire, on voit la lettre qu'il est en train d'écrire ici, on voit les petites lignes gribouillées manuscritement, « My position at this moment ». Eh bien, je suis là, sur cette chaise, en train d'écrire. Alors, où est-ce qu'il dort, Lovecraft? Eh bien là, le sofa, which unfolds to a bed, c'est-à-dire le sofa qu'on peut déplier pour devenir un lit. Comment tu le déplies s'il y a tout ça autour et qu'il y a la table, donc il dort en fait sans le déplier, et il dort souvent soit dans la Morris Chair, soit dans le rocker, soit directement assis à son bureau avec le coude, le menton dans le coude dans le menton, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et derrière, on a ces deux alcôves. Alors là, ce qui est bizarre, c'est que dans le dessin de Lovecraft, on a l'impression qu'il y a un truc au milieu, alors qu'évidemment, je pense que dans ce cas-là, elles doivent être jointives. Une qui sert donc de dressing alcove, vous savez qu'il y a deux paravents. Vous savez, quand il a emménagé, on avait les 2 jours où avec la tante Liliane, ils ont réparé les paravents, et un autre jour, avec Sonia, ils ont installé là des rangements dans l'alcôve, et l'autre, portières to wash alcove, est-ce qu'il y a l'eau courante? Non, mais enfin en tout cas c'est là. Et c'est bien plus tard qu'on découvrira que là, il y a une autre porte, une porte qui donne là sur l'escalier de service, et un jour, ce sera cambriolé, mais par les petites alcôves, tandis que lui, sur son sofa, ne s'apercevra de rien. Voilà, donc je voulais qu'on ait ce petit moment en commun sur le plan et son studio, et oui, il y a de quoi les asseoir, les copains, quand même, avec toutes ces 6 chaises plus le canapé et le sofa. À demain.